l'activité hospitalière se remet progressivement, on va dire, et moi avec elle. On est dans une phase un peu particulière puisqu'on est dans le creux de la vague avec une reprise des activités courantes tout en essayant de nous préparer à éventuellement une résurgence comme tous les hôpitaux. Donc la gouvernance et les différents responsables médicaux sont encore sur le front, on va dire, tous les jours pour essayer d'adapter au quotidien nos organisations. Effectivement, donc Lunéville, c'est un établissement centre-hospitalier qui est proche de Nancy. La Meurthe-et-Moselle n'était pas parmi les départements les plus touchés, mais on était néanmoins à la frontière de l'Alsace, des Vosges et de la Moselle qui étaient, elles, particulièrement impactées. Et donc, on a eu de la chance dans le cadre de la crise parce qu'on est arrivé, on va dire, avec 2 semaines de décalage par rapport à ce que les autres ont vécu. Donc, on a eu un peu plus de temps pour nous préparer. Et avec le recul, ça a été un moment important et très fort pour nos communautés hospitalières au sens large, hein, médecins, soignants, administratifs. Enfin, c'était une parenthèse éprouvante pour l'ensemble des personnels qui se sont engagés. Tant sur le plan professionnel que personnel. Je pense que tout le monde ne mesure pas, mais l'investissement au quotidien a été intense pour tout le monde. Et les soignants qui étaient dans leur établissement ont dû aussi gérer une vie personnelle parfois compliquée. Certains ne pouvant pas rentrer chez eux parce que contaminés, d'autres devant gérer une vie familiale avec des enfants qui ne comprenaient pas toujours la situation, notamment au regard de copains ou de copines qui étaient confinés chez eux avec leurs parents. Peut-être pour les qualifier d'expérience, on peut la qualifier d'expérience intense, évidemment, où on était dans une bulle avec une temporalité, des organisations, des contraintes qui n'existaient plus. Et on était vraiment dans une dynamique de projet et de réponse aux besoins et aux soins des patients qui nous arrivaient. Que ce soit des patients qui arrivaient suspects Covid, mais aussi une préoccupation pour prendre bien en charge l'ensemble des autres patients que nous suivions habituellement, puisqu'il a fallu pallier à des reports d'intervention, des reports de consultation ou à une gestion à distance de leur pathologie avec tout ce qui s'est mis en place en termes de téléconsultation. Donc ça a été, je crois, collectivement un sentiment de rupture par rapport à ce qu'on connaissait avant. On est convaincu que le monde d'après, comme certains l'appellent, ne sera pas forcément le même que celui d'avant. Et en tout cas, on a tous beaucoup appris. Je crois que ces 2 semaines de décalage ont déjà été importantes pour prendre conscience de ce qui nous attendait. Les établissements alsaciens avaient 2 semaines de retard par rapport aux établissements italiens, par exemple, mais quand les premiers patients n'arrivent pas sur nos territoires ou dans nos établissements, on ne mesure pas forcément l'enjeu et l'impact que ça peut avoir. Et d'une part, en termes de partage d'informations, les premiers retours d'expérience de nos collègues alsaciens qui nous ont très rapidement interpellés, sollicités, mobilisés, a été, on va dire, salvateur, je crois, pour toutes nos organisations. Et on a pu percevoir au niveau national que les établissements parisiens, qui avaient encore un petit peu plus de décalage, je pense, ont vécu la même chose. C'est-à-dire qu'entre ce qui se passait dans l'Est et ce qui se passait à Paris, ça semblait peut-être un peu lointain, mais quand les premiers patients sont arrivés, je crois que tout le monde s'est mobilisé de la même manière. Donc, en termes de coopération, de partage d'informations, je crois, dans le cadre de la gestion de crise, il y a plusieurs niveaux. Hein. Évidemment, l'organisation de la gouvernance hospitalière qui s'est complètement réorganisée. Fini les instances, mais bonjour, la relation directe quotidienne entre tous les responsables médicaux, les responsables soignants et la direction. Un niveau de coopération et d'information qui s'est renforcé au sein même des équipes de soins. Et là, on a mesuré l'importance de l'équipe médicale, soignante, autour de la prise en charge des patients et l'émergence de remettre en avant le service de soins est devenu une évidence pour tout le monde. Après, il y a les coopérations avec les autres établissements, je crois, dans la gestion de crise, étaient un peu plus lointaines. C'est-à-dire que ce n'était pas le quotidien des soignants, c'était une réflexion un peu plus décalée pour l'organisation des parcours et
l'urgence à répondre à l'ouverture de lits de soins critiques, de réanimation et de soins continus. Donc, en tant qu'établissement qui n'avait pas de réanimation, on était un petit peu à côté dans un premier temps, même si on était là pour soutenir l'établissement de référence qui était le CHU de Nancy, pour lui permettre d'ouvrir le maximum de lits. On lui a prêté des respirateurs, on a formé des professionnels en capacité de venir l'accompagner, et on a redimensionné nos équipes et notre plateau technique pour pouvoir le soulager de toutes les interventions chirurgicales courantes ou d'un certain nombre de patients qui pouvaient ne relever que de soins continus et y être pris en charge localement. Donc, ça a vraiment été une réflexion territoriale importante, avec des points de coordination réguliers téléphoniques qui ont également impliqué l'ensemble des établissements du sud de la Lorraine, CHU, centres hospitaliers, établissements privés. Et ça a été un point important, et je crois que la solidarité a joué au niveau maximal. Tout le monde a mis de côté son histoire, ses historiques de coopération et ses difficultés. L'important était de répondre aux besoins, avec une temporalité donnée par l'Agence régionale de santé qui était importante également, pour que chacun se fixe sur un calendrier et des objectifs communs. Et puis peut-être dernier point en termes de coopération, partage d'informations, le lien renforcé qui était important avec le territoire, c'est-à-dire que l'hôpital, s'il était en première ligne, n'aurait rien pu faire sans les professionnels de ville. Et on a eu une très forte mobilisation locale sur le territoire avec les élus, les responsables et représentants de la ville, la médecine générale, les pharmaciens d'officine, les aides à domicile. Enfin, tout le monde s'est vraiment mobilisé, et on a essayé de structurer des points d'information réguliers pour être les uns et les autres le plus cohérents possible, y compris pour gérer la pénurie, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes de masques ou d'équipements de protection individuelle. Les hôpitaux étaient livrés en première intention, mais les professionnels de ville ont eu beaucoup de difficultés sur le sujet-là, ce qui impactait de fait les organisations de sortie du patient. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire sortir un patient si les relais à domicile n'avaient pas les équipements de protection. Donc c'est vraiment une réflexion partagée qu'on a engagée sur le sujet. On va dire qu'on a travaillé dans l'urgence, donc on a capitalisé sur l'existant. Utiliser tout ce qui était à notre disposition. Déjà, peut-être premier point, les relations se sont faites très rapidement en conférence téléphonique. On a essayé de faire simple, des points en conférence téléphonique réguliers, directs, des invitations du jour au lendemain, tout le monde se libérant pour y participer sur des focus avec un ordre du jour qui ne durait pas plus de 15 à 30 minutes, pour relever les difficultés et voir comment mieux nous organiser. Et dans ce cadre-là, on a pu partager avec les interlocuteurs de ville notamment les difficultés partagées et les moyens pour répondre à leurs besoins. Dans ce cadre-là, par exemple, pour faciliter le lien, puisqu'on n'avait pas de système d'information partagé ville-hôpital, comme certains territoires peuvent l'avoir, le réseau de santé a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il s'est repositionné comme un interlocuteur privilégié du lien à la sortie de l'hôpital du patient, pour vraiment s'assurer que la coordination se fasse le mieux possible en termes de transfert d'informations vers le médecin généraliste, mais aussi vers les aides à domicile, les pharmaciens d'officine, pour s'assurer qu'il n'y avait pas de trou dans la raquette. Et puis nos équipes médicales et de soins ont eu systématiquement des contacts téléphoniques avec le médecin traitant, par exemple, à la sortie du patient, pour l'informer de la sortie, des précautions à prendre, du stade de l'évolution de sa maladie, pour s'assurer que la coordination se fasse le mieux possible. Donc c'était vraiment une relation personnalisée à ce niveau-là. Et puis on a également travaillé, mais avec l'assurance maladie, qui est venue un petit peu tardivement, parce qu'il fallait aussi qu'elle se structure dans le cadre de son programme Prado, c'est-à-dire qu'elle a pu mettre à notre disposition des conseillers assurance maladie pour compléter le lien mis en place par le réseau, et notamment faire le lien pour des patients qui n'avaient pas de médecin traitant avec des médecins qui s'étaient portés volontaires. De la même façon, donc là j'évoquais la sortie, mais on a eu un travail vraiment très rapproché avec la médecine générale, qui sont venus nous prêter main forte pour l'organisation du tri préhospitalier. C'est-à-dire qu'on a eu 27 médecins généralistes qui se sont portés candidats et volontaires
pour assurer à tour de rôle un tri à l'entrée de l'hôpital avec nos médecins hospitaliers, avec nos infirmières, ce qui a permis aussi de fluidifier l'arrivée des patients et puis éviter qu'ils ne soient hospitalisés lorsqu'ils pouvaient être rentrés à domicile. Et ce lien a conforté aussi un certain nombre de prises en charge à domicile, éventuellement avec l'intervention de notre HAD qui était dans le dispositif. Tout l'enjeu, c'est déjà d'avoir des éléments objectifs pour nous aider à prendre la décision. Donc, comment organiser toutes les remontées d'informations du terrain. Et puis, inversement, une fois que la décision a été prise, comment s'assurer qu'elle est mise en œuvre et que chacun peut contribuer à son niveau à diffuser l'information. Donc nous, le choix que l'on a fait localement a été d'élargir très fortement la cellule de crise au-delà des partenaires ou des professionnels qui étaient initialement identifiés. C'est-à-dire que la majorité des chefs de service, cadres de santé étaient invités chaque matin à la cellule de crise téléphonique. Comme ça, chacun pouvait remonter l'information ou les difficultés qu'ils avaient. Et inversement, chacun pouvait entendre les décisions qui étaient prises par l'institution pour ensuite informer son personnel et mettre en œuvre les organisations qui, pour la grande majorité, avaient une vocation très transversale, c'est-à-dire que les services tels qu'on les connaissait précédemment ont totalement explosé. La déprogrammation des activités nous a libéré un certain nombre d'espaces de consultation et d'hospitalisation qui nous ont permis de créer un nouveau service d'urgence spécifique pour les patients Covid, un nouveau service de soins, un service de soins continus également pour avoir deux flux complètement différenciés. Les services de médecine se sont adaptés en termes de capacitaire au jour le jour en fonction du nombre de patients à prendre en charge dans chacune des filières. Et les praticiens, y compris, ont accepté de se repositionner sur des activités qui n'étaient pas les leurs. Par exemple, les chirurgiens orthopédistes qui avaient déprogrammé un certain nombre d'interventions sont venus participer au tri préhospitalier pour aider le collectif. On a également eu un certain nombre d'appuis d'étudiants en médecine qui a été vraiment très important, que ce soit des étudiants de deuxième ou de troisième cycle, avec un dispositif mis en place par la faculté qui a rendu énormément de services. En termes de système d'information, alors pour la suite, parce que c'est vrai qu'on va capitaliser, c'est vrai qu'on a beaucoup appris et on va retravailler nos dispositifs de plan blanc pour voir comment ajuster la cellule de crise. On a systématisé des relevés de décision écrits qui permettaient de tracer toutes les décisions prises, parce que rétrospectivement, il fallait qu'on puisse d'une part capitaliser sur ce qu'on a fait, puis d'autre part, assurer que la qualité et la sécurité des soins étaient en accord avec les données acquises de la science au jour le jour. On va très probablement formaliser sous la forme de protocole toutes les organisations mises en œuvre pour pouvoir redéclencher très rapidement ces organisations sans avoir à se reposer les mêmes questions. Et on a pu aussi partager avec le CHU notamment un certain nombre de protocoles de sécurité, d'organisation des flux, de règles d'hygiène, de règles de prise en charge qui s'est actualisé au fil de l'eau en fonction des données acquises de la science. Et c'est quelque chose qui a été partagé au niveau territorial, qui nous a, entre guillemets, facilité la vie parce que chacun n'était pas obligé de repartir dans la bibliographie internationale pour voir qu'est-ce qui était préconisé et on avait une harmonisation de pratiques. Donc c'était vraiment quelque chose qui était aussi assez important parce qu'on a été confronté à une abondance de données scientifiques ces derniers mois et ça continue encore, parfois avec des données qui étaient probablement discutables, parfois avec des recommandations de sociétés savantes qui étaient contradictoires, et puis très souvent avec des données de doctrine nationale définies par le ministère qui arrivaient, entre guillemets, après que tout soit organisé sur le terrain, puisque comme on était parmi les premiers établissements, premières régions impactées, tout n'était pas encore défini au niveau national, donc on était plutôt dans la relecture de voir si on n'avait rien oublié plutôt que dans la mise en œuvre de la doctrine qui était pourtant importante au niveau retour d'expérience nationale. On a fait attention à ne pas trop regarder les sites d'information en continu qui relayaient beaucoup d'informations parfois biaisées.
Mais on a, je crois, dans les établissements, et chaque professionnel a quand même une culture de regard critique sur les publications qui sortent. Je crois qu'on ne leur fait pas toujours assez confiance, mais je crois que chacun souhaite apporter le meilleur à ses patients, que ce soit dans sa pratique personnelle, dans une pratique collective. Donc chacun a un regard assez critique sur ce sujet-là, et responsable. Nos organisations hospitalières reposent quand même sur des avis d'experts, c'est-à-dire que c'est rarement une personne sur la base d'une étude qui va imposer des protocoles de prise en charge. C'est vraiment une réflexion pluriprofessionnelle et qui s'appuie sur différents niveaux de sources, avec chacun leur degré de validation. Après, on était aussi dans une réflexion balance bénéfice-risque journalière, hein, que ce soit en termes d'organisation des flux ou de décision de prise en charge thérapeutique. Chaque patient pris individuellement a ses spécificités, et puis les contraintes architecturales ou les ressources matérielles font qu'on était obligé aussi au quotidien d'adapter nos organisations en fonction de ce que l'on jugeait le mieux pour nos patients. Donc on était constamment dans cette confrontation littérature internationale, parfois prémâchée par les équipes du CHU, ce qui, comme je le disais tout à l'heure, était un point important, et puis confronté à la réalité, et puis à nos connaissances. Enfin, nos équipes hospitalières, au sens large, ont l'habitude de gérer des épisodes infectieux. Là, c'était le Covid, mais quand on gère des patients tuberculeux ou la grippe saisonnière, nos organisations sont déjà adaptées et nos professionnels savent gérer des isolements, gérer des sectorisations. Donc, on a capitalisé sur tout ce savoir-faire pour aussi juger de ce que l'on pouvait entendre. Peut-être la plus grosse difficulté était l'absence de retour d'informations sur les données épidémiologiques. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de données au niveau national, présentées chaque soir par la Direction générale de la santé, mais au niveau territorial, il était très compliqué de se fixer un cap sans avoir ce type d'indicateur. Le CHU de Nancy avait développé un modèle assez robuste pour prévoir l'évolution de l'épidémie sur nos territoires, au regard du nombre de patients hospitalisés en réanimation et des données scientifiques qui sortaient sur le sujet, ce qui nous a permis d'anticiper le pic et d'adapter nos organisations au regard de la décroissance qui était attendue ensuite. Donc, ça a été un élément important, et en termes de système d'information clinique, ça pourrait être quelque chose que l'on demandera à nos tutelles pour la suite, pour les scénarios associés au déconfinement, par exemple. On ne sait pas encore quand viendra la deuxième vague, si elle viendra et à quelle intensité, mais il y a plusieurs scénarios qui existent et qui seront adaptés au fil de l'eau. Je crois que ça serait important de les diffuser à tous. Pas de méthodologie structurée à notre niveau, si ce n'est, je pense, un regard individuel de chaque clinicien sur les données scientifiques et la revue de la littérature, tout en ayant ce regard clinique et critique des publications qui pouvaient sortir et du degré de fiabilité qu'elles pouvaient porter. Nous étions plutôt dans une mise en œuvre de prise en charge thérapeutique quand même validée scientifiquement. On était très peu dans le hors AMM, et en lien avec le CHU, on souhaitait que tout ce qui sorte de ces recommandations de pratique officielles intègre des essais cliniques, puisque le CHU, au regard de ses missions de recherche, puis intègre un certain nombre de protocoles cliniques, notamment Discovery, et on privilégiait l'inscription des patients dans ces files actives que de chercher nous-mêmes à inventer ou innover au regard de préprint qui aurait donné telle ou telle orientation. Le premier, ça serait de faire confiance aux professionnels. Je crois que chacun dans son établissement ou dans son activité en ville a fait preuve d'une très grande responsabilité et d'une solidarité sans faille. Et quel que soit le tempo des orientations nationales ou régionales, chacun s'est mobilisé et a mis
en application son savoir-faire et ces organisations ont prouvé leur efficacité, que ce soit à l'hôpital ou dans l'exercice des professionnels de ville. Donc ça, je pense, un premier fait. Et comme on le disait, quelle que soit la littérature ou la temporalité de l'arrivée des recommandations, chacun a assumé ses responsabilités pour ses patients et ça a été un point important. Peut-être le deuxième enseignement, c'est de dire que l'hôpital qui avait ses propres difficultés, finalement, a joué son rôle. Et c'est un rôle important pour chacun des territoires, puisque chaque professionnel ou chaque usager a pu se reposer dessus pour construire et gérer la crise à son niveau. C'était plutôt une solution et je pense que c'est un élément important du maillage sur lequel on doit pouvoir capitaliser pour la suite. À aucun moment je n'ai entendu de critique de la part des professionnels libéraux sur de l'hospitalocentrisme. Chacun avait son rôle à jouer. L'hôpital n'avait aucune raison d'hospitaliser des personnes. Tout l'enjeu était vraiment de pouvoir les prendre en charge au maximum dans leur environnement familial ou dans leur structure. L'hôpital avait son expertise qu'il a mise à disposition des professionnels et il a joué un réel rôle de coordination sur les différents territoires. Et ça, je pense que c'est un point important sur lequel on peut capitaliser. Et puis peut-être le troisième point en termes de gouvernance au sein des hôpitaux, puisque c'est un sujet d'actualité nationale également. Je crois que un des éléments qu'on pourra retenir, c'est que la gouvernance a réussi à se mettre dans une position d'écoute pour mettre en œuvre une stratégie médicale et soignante définie par les professionnels. Et que finalement, collectivement, c'est toute une synergie qui s'est mise en place. Et quel que soit son rôle ou ses responsabilités dans l'institution, on a réussi à travailler sur un collectif. Et il faut qu'on puisse réussir à garder pour l'avenir ce même type de dynamique. Alors, on n'aura pas des enjeux aussi importants sur une seule thématique et avec des obligations de résultats quotidiens. Mais je crois que le binôme entre le directeur et le président de CME a formidablement fonctionné. Les chefs de service, les chefs de pôle, avec leur cadre de santé, ont retroussé les manches et ont réellement permis à ce qu'à tous les niveaux, chacun puisse prendre sa place et contribuer à une réponse sanitaire d'urgence, mais aussi maintenant à reprendre des activités qui avaient été stoppées avec une responsabilité partagée.